Guillaume Erner. Et on va continuer avec un optimisme du même genre. Je parle par antiphrase. Bonjour Sabri Louata, vous publiez un très bon roman 404 aux éditions Flammarion. C'est un roman haletant, une dystopie. Je vais en préciser quelques-uns des éléments, mais aussi un roman qui est en plein dans l'actualité, puisque au cœur de ce roman, il y a une élection en 2022, en pleine campagne présidentielle. La candidate favorite, centriste et populiste et qui incarne une France blanche et gracieuse, va remporter le scrutin après la diffusion d'une vidéo dans laquelle elle est victime de viol par le président algérien. Personne ne sait s'il s'agit d'une vraie information ou d'une deepfake, une vidéo hyper réaliste manipulée par des outils d'intelligence artificielle rendant la supercherie indétectable. Ces fausses vidéos provoquent de vraies crises diplomatiques. La preuve par l'image n'existe plus. Alia, une polytechnicienne quadragénaire, développe ce qu'elle croit être un antidote, et cet antidote, c'est 404, une application de streaming qui empêche d'éditer et d'enregistrer les flux vidéo. Épaulée par d'anciens camarades de classe préparatoire, elle va mener sa quête de vérité dans un village rural de l'Allier, intitulé La Brèche. Je me suis demandé si c'était le Vernet ou d'autres... Le Vernet, non. En fait, c'est un peu le donjon. Bon, alors voilà, c'en est un autre. En tout cas, on retrouve un certain nombre de choses qui sont à la fois très présentes dans l'actualité, puisque je lisais cette nuit dans The Atlantic, le magazine américain, que ce qui va aujourd'hui polariser les élections américaines, c'est la chasse aux manipulations et aux fausses informations. Alors, il y a cette application qui s'appelle 404, et puis la 404, si ma mémoire est bonne, c'est aussi une voiture. Sabri Louata, j'imagine que le fait que cela désigne deux choses à la fois est pleinement assumé chez vous. Oui, absolument. La 404, oui, c'est vrai qu'en fonction des lecteurs, où on me parle de la Peugeot, de la 404 bâchée, qui était un peu la Porsche des immigrés, et qui, pour les Algériens, évoque des souvenirs heureux. Et c'est aussi pour les générations plus jeunes, les gens qui connaissent Internet et qui sont les digital natives, comme on dit aussi, c'est plutôt l'erreur, la page introuvable. Et c'est vrai que mon roman est une dystopie, avec ceci de particulier, que le lieu naturel d'une dystopie, c'est plutôt une mégalopole fumeuse, avec des brouillards, avec des voitures qui volent, et que moi j'ai décidé de la situer dans l'Allier, dans ce qu'on appelle très méchamment la diagonale du vide. Donc, et j'ai décidé, c'est un endroit qui me passionne pour plein de raisons. J'ai un goût pour aussi la France du terroir, la France charnelle, ce qu'on appelle la France profonde. Et je me suis dit que c'était le lieu parfait pour raconter, pour tester justement cette application. Vous avez parfaitement résumé l'histoire. Dans un âge où les fake news sont sous stéroïdes maintenant, parce que les deepfakes, que moi j'appelle des mirages, pour pas utiliser un mot anglais barbare, sont devenus vraiment indétectables. Donc on est dans une situation je crois que c'est tout à fait possible. C'est pas encore possible techniquement aujourd'hui, mais je pense que ça le deviendra. Et qu'en effet, les élections vont basculer. Moi, j'imagine dans le bouquin que l'élection de 2020, par exemple, qui dans la réalité n'a pas encore eu lieu, a basculé à cause de fausses vidéos également. L'élection de 2020, pardon. L'élection américaine de 2020. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, oui, Sabri Louata, c'est que vous êtes né en France, mais aujourd'hui vous vivez aux États-Unis, et il y a dans ce roman un certain nombre de clins d'œil à la fois aux deux situations. Pourquoi The Atlantic, par exemple, est-il si inquiet des manipulations qui peuvent avoir lieu aujourd'hui pour l'élection américaine ? Parce que le président Trump a été élu à cause de ce genre de manipulation. Des manipulations massives de l'information qui passaient par des fake news, et pas seulement... vous savez, moi, vivre aux États-Unis avec l'élection de Trump, c'est vraiment là qu'est né le roman. J'ai l'impression que le roman est né dans ce qu'on a appelé aux États-Unis la post-vérité. Et que tout d'un coup, c'est la fameuse phrase de Arendt dans Les origines du totalitarisme. C'est le sujet idéal du totalitarisme, c'est pas le nazi convaincu, c'est pas le stalinien enflammé, c'est celui qui ne peut plus faire la différence entre fait et fiction, et vrai et faux. Et je me suis dit, on est là en fait, il faut quand même... J'ai monté les curseurs de telle façon à ce qu'on y soit encore plus. Et là, c'est quelque chose d'assez allégorique, Sabri Louata, dans votre roman 404, publié chez Flammarion. C'est assez allégorique, puisque finalement, quelqu'un invente
une manière de distinguer le vrai du faux, et tout cela dans une fiction. Donc il y a une manière d'essayer de voir si finalement la vérité, elle n'est pas apportée par la fiction. Et chez vous qui êtes écrivain, il y a différentes vérités que vous voulez faire entendre. Il y a tout d'abord la question de la politique et des manipulations qu'elle peut entraîner. Et puis il y a la question du sort des enfants d'immigrés en France et de la ségrégation dont ils sont victimes. Alors oui, c'est ça qui est intéressant dans le roman, c'est que pourtant, Alia voulant tester son application, étant elle-même d'origine algérienne et étant un peu mon profil, bon, j'ai pas fait de Polytechnique, loin de là, mais elle a fait des longues études. Il y a quand même des liens assez étroits avec votre biographie. Oui, tous les personnages, en gros, se sont rencontrés. Les personnages principaux de l'histoire, qui vont être liés donc à 404, à l'aventure 404, et qui vont faire vivre le projet, ils ont tous fait une prépa littéraire, comme moi, genre au lycée du Parc, mais après... À Lyon. À Lyon, pardon. Et ils ont connu chacun des fortunes diverses, et tous se réunissent pour 404. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur la vérité, parce que en effet, dans le roman, j'ai cherché une forme de vérité, moi-même. La vérité d'un sentiment, qui était celui de ne pas être chez moi, dans mon propre pays. Je me suis dit, c'est un truc particulier, pourquoi est-ce que je me sens... C'était notamment en particulier au moment où ça m'est arrivé dessus, où ça a commencé à me hanter comme idée, c'était le moment en 2015. J'étais en France tout le temps. Il y a eu les attentats, Charlie Hebdo, l'hypercacher, il y a eu le 13 novembre, et j'ai senti dans le pays quelque chose comme une séparation qui naissait. D'un coup, moi j'étais à la marche du 11 janvier, j'étais heureux d'y être, et quelques jours plus tard, j'ai commencé à voir apparaître, mais comment ça se fait qu'un petit Mohamed en banlieue a dit « je suis pas Charlie », et se focaliser là-dessus, j'ai eu l'impression que l'espèce de grande marche qui me paraissait fédératrice avait accouché en fait, avait pas résisté à la défiance, avait pas résisté aux agents de la décomposition qui, à mon avis, ont bien fait leur travail, puisque moi-même, je me suis dit au bout d'un moment, ah non, mais en fait, on me fait bien comprendre que je suis une sorte de citoyen sous caution, un peu. Je suis un citoyen à condition que je souscris, et que même la République, qui pour moi a eu un rôle important, je veux dire, c'est vrai que d'une certaine façon, je suis très content de l'universalisme français. Moi, ça m'a permis d'une certaine façon de ne pas avoir à toujours me référer par rapport à mes origines. Mais c'était aussi une facilité, parce qu'en fait, mes origines, elles étaient là, elles étaient vues par beaucoup de gens, et même si moi, j'étais heureux de pouvoir ne pas les voir, et me déterminer, et me fabriquer ma propre identité à partir de ce que je faisais, plutôt qu'à partir de ce que j'étais, je vois bien que d'une certaine façon, on en paye le prix maintenant de ne pas avoir regardé davantage comment dire, je sais pas, les différences en vérité, les différences qui existent au sein de notre pays et qui, à mon avis, nécessitent une refondation du logiciel qui nous fait vivre ensemble. Y a-t-il un lien entre ce constat, Sabri Louata, et le fait que vous êtes allé vivre, je crois, à New York ? Non, à Philadelphie. Bon, non, je suis allé surtout aux États-Unis parce que ma femme est universitaire là-bas. Et donc je l'ai suivi, mais moi j'ai pas... L'Amérique, c'est à mon avis le meilleur poste d'observation pour observer la folie, l'irrationalité du monde contemporain, puisque une grande partie de cette irrationalité et de cette folie vient justement de l'Amérique, de la Silicon Valley notamment. Ce qui m'a intéressé aussi dans les nouvelles technologies, c'était que Zuckerberg écrit une constitution, quand il écrit les rules and guidelines de Facebook, et pardon, les règles et les modes d'emploi, ouais, les trucs qu'on lit jamais en gros à la fin de l'application, et qui nous informent en gros de comment, quels sont nos droits et comment on va être, à quelle sauce on va être mangé du point de vue de nos données. Il y a 2 milliards de gens qui suivent, en fait. Il écrit une constitution qui est suivie qui est respectée par des milliards de gens. Donc le pouvoir que possèdent ces gens me paraît franchement supérieur. Et on parlait de l'élection, mais qui est presque anecdotique dans le roman. Elle commence le bouquin. Oui, en effet, une fausse vidéo truquée hyper réaliste permet de faire élire une présidente. Voilà. Mais en fait, cette présidente, elle a beaucoup moins de pouvoir que tous les gens qui ont compris en fait que le vrai pouvoir maintenant résidait dans la technologie, qui a sur nos vies une emprise extraordinaire. D'ailleurs, dans votre roman, il est énormément question de différentes applications, il est question de TikTok. Enfin, on voit bien que c'est à la fois un roman de l'ère digitale et qu'il y a une trame qui est une trame loin finalement de la question de des nouvelles technologies, mais beaucoup plus proche de quelque chose de bien plus ancien, qui est le racisme ordinaire. Vous dites que vous n'êtes pas allé aux États-Unis pour tout simplement échapper à une forme de racisme en France, mais est-ce que vous vivez aux États-Unis? Est-ce que vous rencontrez à nouveau le racisme de la même manière? Oui. Enfin, le racisme existe partout. Hein. C'est notamment dans toutes les sociétés multiraciales, il est fatal qu'il y ait du racisme.
Après, la question, c'est est-ce qu'on considère que le racisme, c'est juste un comportement individuel de quelques mauvaises pommes, comme on dirait en anglais, ou est-ce que c'est un système, est-ce qu'il y a du racisme systémique, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, ou en France, je crois qu'on dit plutôt institutionnel, c'est-à-dire, ou d'État, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'il y a une... Et en effet, quand des petits Arabes et des petits Noirs se font contrôler 20 fois par jour, évidemment que c'est difficile de ne pas y voir du racisme systémique. En lisant votre roman Sabri Louata 404, publié chez Flammarion, j'ai pensé, ça ne va peut-être pas vous plaire comme rapprochement, mais j'ai pensé à Houellebecq et j'ai pensé plus exactement à Soumission. C'est-à-dire qu'il est question finalement de jeunes gens qui sont d'origine algérienne, qui sont en France parce qu'ils sont nés en France et qu'ils sont français tout simplement, et qui vont se retrouver dans un coin de la France rurale alors qu'on ne les accepte pas nécessairement et qu'on considère qu'ils ne sont pas à leur place. Et j'ai pensé à Soumission qui était également une dystopie où il était question de l'islam et où il était question finalement d'une France qui changeait. Est-ce que le parallèle est complètement fortuit ? Non, j'avais lu Soumission. Moi, j'ai lu tous les romans de Houellebecq. C'est un écrivain vraiment que j'admire beaucoup, qui est extraordinairement doué. Soumission en particulier me paraît quand même articulé autour d'un fantasme raciste, qui est celui du grand remplacement, qui consiste à dire en gros ceux qu'on appelle dans le bouquin les musulmans, mais qui en fait sont les Arabes en fait, sont en train de nous remplacer nous en tant que population blanche. Et moi, je sais très bien que si le bouquin a tellement marché, outre les qualités de Houellebecq, c'est parce qu'il a touché juste et qu'il a fait écho, il s'alignait sur un cauchemar particulier que ressentent beaucoup de gens, notamment ceux qu'on appelle les Français de souche, et qui se disent, maintenant, on doit faire avec la compétition de toutes sortes de minorités, sans compter les femmes, sans compter les homosexuels. Vous voyez, donc il y a une sorte d'angoisse de ce côté que je comprends. Moi, je me suis fondé sur une autre perception, sur un autre sentiment. Et surtout, moi, j'ai un problème avec cette idée du grand remplacement qui est au cœur du bouquin de Houellebecq. C'est que le grand remplacement a eu lieu dans la réalité, et pas seulement dans le fantasme de certaines personnes, il y a eu lieu dans la réalité au XIXe siècle. C'est-à-dire quand la France est allée pratiquer une colonie de peuplement en Algérie. Et il s'agissait même d'effacer les généalogies, d'effacer les noms des gens, de désorienter un peu la population et de la remplacer par une population blanche. Donc la mystification est très désagréable en fait, parce que le grand remplacement a eu lieu. Et l'autre fantasme raciste, il a lieu également dans ce monde, dans cette France dystopique que vous décrivez dans 404, puisque cette fois-ci, 404, l'application, elle fonctionne de plus en plus dans votre roman. Elle va devenir un signe de ralliement et un outil de communication de la jeunesse maghrébine en réponse à la montée du racisme après un deepfake qui a diffusé la fausse information selon laquelle 40% de l'Allier était désormais peuplé par des arabo-musulmans. Voilà, donc c'est typiquement une sorte de scud de l'extrême droite qui est très bien organisé avec une vidéo qui permet en gros et qui donne l'impression, et comme il n'y a pas de statistiques ethniques en France, on ne peut pas simplement se référer à combien il y a d'Arabes dans l'Allier. En gros, on pourrait, d'une certaine façon, ça tuerait le débat. Et là, ça n'a pas lieu parce qu'on ne peut pas. Bon, moi, ça m'aide beaucoup, du coup, d'un point de vue romanesque, qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques dans la réalité. Parce que grâce à ça crée l'ambiguïté et les gens le croient. L'Allier, franchement, peu de gens connaissent. Sur les contreforts du Massif central, un département rural qui est pas le département le plus connu de France. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de dire la technologie, le fléau technologique que j'imagine, forcément en France, où on ne résiste pas à parler du voile des Arabes, de la question musulmane d'une façon ou d'une autre à peu près toutes les 3 semaines, il était fatal à un moment que ça vienne. Et Alia, elle se dit, bon, alors voilà, quand vous dites une jeunesse, vous avez raison, une jeunesse maghrébine, mais qui a cette particularité d'être éduquée. C'est un peu des bourgeois, en fait. C'est un peu des notables, moi, c'est ce que je raconte. Ils sont pas arrivés dans l'Allier, ils sont même pas des immigrés, vous voyez, ils viennent et moi je dis souvent d'origine algérienne plutôt qu'issu de l'immigration, parce que on n'est pas issu d'un concept, on n'est pas issu d'une notion. On vient d'un endroit avec des odeurs, avec de la vie, avec une humanité, vous voyez. On vient tous d'un endroit particulier, donc moi je suis pour être spécifique quand on parle des... Le fait que votre personnage s'appelle Alia, on pense aussi à une autre Alia, celle qui a incité les Juifs à aller en Israël, certains Juifs, alors que dans votre roman, des musulmans font en quelque sorte leur Alia du 9-3 à l'Allier. Du 9-3 au 0-3, voilà, puisque l'Allier c'est le 0-3. Oui, alors après, il y a un des personnages du roman qui est un milliardaire qui travaille dans les télécoms, en gros, et qui crée un nouvel opérateur pour installer la 5G. C'est ça qui était intéressant dans l'Allier, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui relèvent de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, ce que les technocrates appellent donc l'endroit où il faut, en gros, on n'a aucune raison d'aller, que ce soit genre en Haute-Savoie où il y a des... Parce que c'est beau. C'est magnifique, c'est plus que beau, c'est magnifique. Aller au Vernet, par exemple, uniquement. Mais il y a des endroits où, en gros, on n'a pas besoin d'aller installer Internet, il n'y a pas de
raison économique, il n'y a pas de rationalité économique de le faire, donc c'est plus une mission de service public. Et bon bref, cet opérateur-là qui s'appelle Kader et qui est un ancien camarade d'Alia va l'aider à financer son application. Lui, il a un projet derrière la tête, un projet qu'on pourrait qualifier de vengeance. En tout cas, un projet politique très précis, très intelligent à mon avis, et qui relève un peu d'une forme, oui en effet, de sionisme. C'est ce qui est comique, parce que généralement on oppose les Arabes et les Juifs, et lui, il a un peu une idée dans sa tête de sionisme maghrébin, un côté, on va créer un État dans lequel on nous embêtera plus en fait. Bon, c'est aussi une forme d'empowerment, comme on dit en anglais, une manière de se prendre en charge et de dire, voilà, finalement, si on suit le parallèle entre l'Alia et le sionisme, de se dire, voilà, les Juifs se sont pris en main en créant un État, et bien cet État, il pourrait être, par exemple, l'allié aujourd'hui en France, ou plutôt dans la France de 2022, tel que vous l'imaginez, Sabri Louata. C'est un cauchemar. Hein. Moi, je raconte pas du tout ça comme quelque chose de souhaitable. Hein. Je crée des personnages et je joue le jeu du romancier où je les laisse d'une certaine façon de combattre dans l'arène que j'ai créée. Pourquoi utiliser justement la forme du roman, Sabri Louata ? Ah non, moi j'en connais pas d'autres. Moi, j'ai aucun intérêt pour ce qui n'est pas de la fiction. Je crois vraiment au pouvoir de la fiction, surtout dans notre monde de plus en plus irrationnel. Je crois qu'on a besoin de... Vous savez, moi je crois que j'ai un peu peur parfois que le roman soit perçu comme très pessimiste ou très sombre, alors que je crois qu'il y a une énergie et franchement une beauté, ne serait-ce que la beauté charnelle des paysages français, que je décris avec beaucoup de minutie et de tendresse même. Donc j'espère qu'on verra un petit peu. Je crois que mon but, moi, c'est de nous accoutumer aux ténèbres en fait. J'imagine, on sait tous que ça va mal terminer. S'accoutumer aux ténèbres, oui, c'est-à-dire parce que je crois qu'en fait ça va mal finir, que tout le monde le sait que ça va mal finir, qu'on le sait en fait. Bon, mais ça fait des siècles qu'on se dit que ça va mal finir. Exactement. C'est juste que là, en l'occurrence, sur cette question particulière, je ne sais pas comment l'appeler encore une fois. Vous disiez tout à l'heure ségrégation, intégration ratée, communautarisme. Genre, comment on fait en gros quand on a un pays multiculturel qui se voit encore comme un pays ethniquement homogène en fait. Donc, comment on fait pour corriger le regard ? Moi, ma visée dans le roman, elle est optique. Je veux corriger, je veux qu'on voit plus précisément ce qui va nous arriver dessus si jamais on ne change pas maintenant. Et quand je parle d'accoutumance aux ténèbres, c'est ça l'idée. C'est le mieux qu'on puisse faire par la fiction, c'est de donner une forme et une physionomie au cauchemar qui nous hante en fait. Et une fois que moi, je suis très détendu maintenant que je l'ai fait, et maintenant, j'ai refilé là. C'est une manière de cauchemarder qui vous aide à vivre en quelque sorte, puisque vous dites, voilà, moi je n'envisage pas les choses autrement que par la fiction. Vous savez, quand vous racontez un cauchemar, tout d'un coup, vous le dépouillez de son pouvoir malfaisant, un peu. Mais c'est difficile de raconter un cauchemar en intéressant les gens, parce que généralement, un cauchemar, ça nous intéresse que moi-même. Donc c'est une forme d'exorcisme littéraire ? Ouais, une forme de catharsis, d'exorcisme. En gros, se libérer de choses qui nous... Moi, j'avais des idées très très sombres en écrivant le roman. Ça se voit, il y a des personnages qui portent aussi cette obscurité. Et je dois dire qu'en donnant forme... donc je suis optimiste, en fait, de mon point de vue. C'est-à-dire que je suis optimiste quant à ma capacité à transformer en roman mes inquiétudes. Un très bon roman, Sabri Louata, 404, c'est chez Flammarion. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Guillaume Erner. Et nous on continue avec de la politique, mais de la politique par des écrivains, par Sabri Louata. Vous avez publié 404, c'est un roman aux éditions Flammarion, une dystopie en 2022. En pleine campagne présidentielle française, la candidate favorite centriste et populiste, qui incarne une France blanche et gracieuse, va remporter le scrutin après la diffusion d'une vidéo dans laquelle elle est victime de viol par le président algérien. Et nous accueillons Didier Deninx, bonjour. Vous publiez Municipal, banlieue naufragée chez Tract, un coup de gueule, où il est notamment question de clientélisme, de communautarisme. Une réaction peut-être à ce qu'a dit Frédéric Seyss et plus généralement à l'état de la gauche, Didier Deninx. Bah oui, ce livre-là, il s'appuie un petit peu sur le délitement dans un des bastions de la gauche, qui est la Seine-Saint-Denis, où j'ai toujours habité, et où on assiste véritablement à un décrochage sur les valeurs fondamentales de la gauche, où d'une certaine manière, l'exigence d'égalité, qui pour moi est le levier essentiel de la gauche, l'égalité à tout niveau, a été remplacée par des arrangements. Quels arrangements ? Commence sur des villes comme Aubervilliers, on s'est retrouvé même avec des gens qui ont fait la campagne de la gauche en 2014, qui étaient des trafiquants de drogue, de cocaïne, condamnés pour ces raisons-là. C'est ce que vous expliquez. Oui. Vous expliquez qu'à un moment, vous avez pris conscience que dans les équipes politique, dans la stratégie électorale, eh bien, il y avait eu des recrutements de voyous, dealers d'herbe et de cocaïne. Ça sert à quoi ?
Tout simplement, ça a démarré dans une ville comme Bagnolet, où le maire pouvait plus sortir. Il avait détruit une partie du centre-ville. Les promoteurs, ils faisaient véritablement de grandes affaires. Et il avait des gardes du corps embauchés dans les clubs de boxe. Et ensuite, ces gardes du corps, qui n'avaient aucun diplôme autre que ceux de donner des coups, ont été propulsés dans l'appareil municipal. La police s'est intéressée à eux. Ils étaient directeurs de service. Et on a retrouvé dans le garage municipal 11 kilos de cocaïne, une douzaine d'armes de guerre. Enfin, c'est des choses invraisemblables. J'ai l'impression que je suis dans le cadre du roman et non pas de la vie réelle. Et ensuite, ces gens ont été mis en prison. Et des gens qui ont participé un petit peu à ce système, je les ai vus arriver dans ma ville, Aubervilliers en 2014. Et c'est eux qui ont organisé la reprise de la ville par le Front de gauche. C'est-à-dire, c'est des gens qui utilisent mes mots, qui disent ce que je veux pour cette société et qui pratique quelque chose d'absolument effrayant, qui détruit et qui transforme les citoyens en clients. La mairie devient un guichet et non plus un espace d'éducation populaire, ce qu'elle a souvent été. Un décalage entre le discours et les actes. Oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire le fait d'être dépossédé de ces mots et que ces rêves soient utilisés par d'autres pour la pire des choses, quoi. Sabri Louata, une réaction? Non, je suis fasciné. Vous opiniez du chef, vous qui êtes non, mais pour des mauvaises raisons. Ça a l'air extraordinairement excitant. Recruter des gardes du corps, le clientélisme, tout ça. Je voyais une série télé d'un coup, désolé. Oui, parce que évidemment ça réalité, parle au romancier que vous êtes. Oui, beaucoup. Surtout, oui, c'est vrai que le curseur de la gauche, ça a toujours été la passion de l'égalité, et que depuis, en gros, qu'il n'y a plus de gauche, en tous les cas, que la gauche a plus de moyens d'expression forts. En ce moment, je suis en train de lire Capital et idéologie de Piketty, qui est passionnant sur la question des inégalités. Et c'est évident que le bouquin donne un peu envie de se remonter les manches et de changer les choses, parce qu'en fait, le bouquin dit beaucoup en fait qu'on n'est pas du tout prisonnier de notre impuissance. Mais dans votre livre, Didier Deninx, Municipal, banlieue naufragée, les politiques ne font pas ça. En revanche, ils pratiquent, dites-vous, je vous lis, dans ces villes ghettoisées pour partie par le clientélisme, les arrangements communautaires, la misère n'a cessé de prospérer. Donc c'est une forme d'égalité, mais par le bas. Oui. On y évalue aujourd'hui à près de 50% la part des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors que la moyenne nationale flirte avec les 15%, 3 fois moins. Oui, c'est la base. La base, c'est véritablement l'immense misère qu'il y a dans des poches de relégation à travers le territoire, pas simplement en région parisienne, sur Marseille, dans tout un tas d'endroits comme ça. Et dès l'instant où on a cette marée de misère, les gens sont en grande souffrance et d'un seul coup, ils s'adressent au pouvoir. Et les pouvoirs, tous les pouvoirs, doivent les prendre non pas en tant que miséreux, mais en tant que citoyens. Et là, d'un seul coup, il y a un abaissement et une manière de leur rendre service. Dans des villes comme Aubervilliers-Saint-Denis, on est aujourd'hui, dans le parc privé, à 35-40% de logements indignes. C'est-à-dire, c'est des marées... Ça, c'est nouveau ? Non, ça dure depuis des dizaines d'années. Quand les tueurs djihadistes se sont planqués et tout, où est-ce qu'ils sont venus se planquer? À Aubervilliers, à 600 mètres de chez moi, et ensuite dans le cœur de ville de Saint-Denis, qui est un cœur de ville extrêmement dégradé, qui est une sorte de maquis où les marchands de sommeil et les dealers font la loi. C'est pareil dans des coins de Bagnolet, de Saint-Ouen, de Bobigny. Donc on a des endroits comme ça, et ce sont des forces, c'est-à-dire que les forces communautarisées et les forces de voyous, ce sont des systèmes organisés, et dans ces villes, il y a beaucoup de partis sont réduits à un véritable fantôme. C'est-à-dire, on parlait des Verts tout à l'heure, Écologie Les Verts à Aubervilliers, c'est une personne qui a le logo et qui le met sur la liste la plus accueillante. Donc il y a la question de la paupérisation, il y a la question du clientélisme, et puis il y a une autre question plus large. On en a parlé tout à l'heure dans les informations. Le gouvernement a dévoilé une liste de 7 entreprises soupçonnées de discrimination à l'embauche selon l'origine. Une réaction, Sabri Louata. Ça devrait être. La réaction, c'est surtout l'attentisme du gouvernement qui décide de rien faire, en fait. Qui décide si j'ai bien compris, on va rendre public, donc faire du shaming. Du shaming, c'est-à-dire faire honte à des entreprises. C'est une
tactique habituelle dans le monde anglo-saxon. Mais par rapport à cela, puisque ça c'est une question qui traverse votre roman 404, Sabri Louata, où vous avez quelques personnes qui sont issues de l'immigration, comme on dit, qui parviennent à passer un certain nombre de portes pour réussir, qui à Polytechnique, qui dans une prépa au lycée du Parc à Lyon, et puis l'un de vos personnages qui, lui, demeure cuisinier et ne parvient pas à s'élever. Autrement dit, la question de la ségrégation, elle est au cœur de votre œuvre. Oui, moi je comprends pas comment ça peut pas être une cause nationale, la lutte contre les discriminations. Parce que ça a l'air. Je crois qu'il faut qu'on ait des politiques qui aient le courage du long terme. Et la lutte contre la discrimination, il n'y a pas de gain immédiat politique. C'est comme quand un homme politique veut parler de justice, par exemple. Ça va pas le faire élire. C'est pas des questions. C'est des questions sur lesquelles la nature du public semble disposer à une forme de populisme et moi en l'occurrence, les discriminations, je pense par exemple qu'on pourrait croire que ça a aucun rapport avec le terrorisme et ainsi de suite. Mais quand on, moi je suis de la 3e génération de l'immigration algérienne, comme on dit, donc je pense qu'on va jamais arrêter de compter, donc mes petits-enfants seront la 7e et ainsi de suite, mais c'est pas drôle, c'est terrible, c'est terrible de vivre dans un pays et que, en gros, c'est plus difficile pour un homme arabe, il y avait l'Institut Montaigne qui avait fait une fameuse étude, pour un homme arabe en France de trouver un job que pour un homme noir aux États-Unis, qui est quand même le pays le plus fou avec le racisme contre les noirs. Donc ça devrait être une cause nationale, ça devrait être, au lieu de toujours parler du communautarisme et de renverser, en gros, de renverser le stigmate, pas le stigmate, mais en gros de blame the victim, d'accuser les victimes. Au lieu de faire ça, on devrait évidemment lutter pour que la société soit plus juste pour tout le monde. Didier Deninx. Oui, c'est une pesanteur très forte sur la société française qui remonte à des dizaines et dizaines d'années. C'est-à-dire le système colonial qui a été institué. On a été une grande puissance coloniale. La vie de l'indigène coûtait 10 fois moins. La République française l'avait institutionnalisé. Quand ils avaient donné le droit de vote à une partie du peuple algérien, les Algériens élisaient 22 députés à l'Assemblée nationale française. Ils étaient 9 millions et il y avait 1 million de pieds noirs qui élisaient aussi 22 députés. On a ce rapport de 1 à 10. La mortalité infantile des femmes algériennes était 10 fois plus forte que la mortalité infantile des femmes d'origine européenne. Et ce chiffre de 1 à 10, il est même dans le bilan. Il y a 50 000 morts du côté français dans la guerre d'Algérie et il y en a 400 000 à 500 000 du côté algérien. Ce rapport de 1 à 10, il s'est mis dans les têtes et cette semaine encore, dans le journal Le Figaro, il y avait un éditorial de Éric Zemmour qui travaillait sur ces questions-là en disant regardez la grandeur de l'œuvre française et ainsi de suite, les autoroutes, les hôpitaux. Les hôpitaux, les gens n'y allaient pas, ils mouraient et tout. Et donc ce rapport-là, il a pas été déconstruit. La dernière date où ça a été possible avant les grandes catastrophes, ça a été 83 avec la marche de l'égalité, comme ça, où il y a eu cette exigence. Mais enfin, Didier Deninx, vous expliquez aussi dans votre tract, cette collection chez Gallimard, Municipale, banlieue naufragée, vous expliquez qu'il y a aussi une gauche qui est parfaitement complaisante avec un certain communautarisme et qui considère qu'il y a en quelque sorte une manière de flatter toutes les pulsions communautaires avec, par exemple, dites-vous, un candidat qui, après la tuerie d'enfants perpétrée par Mohamed Merah dans une école maternelle juive, a dit « Tu fais quoi ce soir ? Je suis en mode hommage, j'arrête tout, ou on va me dire que je ne suis pas touché, pas ému, du coup je vais m'entraîner à pleurer. » Oui, on a ça. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit ça après le meurtre d'enfants qui ont 3 ans, qui prennent une balle dans la tête, qui écrit une... Alors c'est qui écrit ça ? C'est un maire adjoint de Saint-Denis. Il est de quelle étiquette ? Il est PC France Insoumise, il est 2 entrées comme ça. Logiquement, il doit être éjecté immédiatement. Alors pourquoi il ne l'est pas ? Et c'est lui qui a organisé la manifestation du mois de novembre dernier contre l'islamophobie. Donc là, il y a un danger. Ces gens sont véritablement installés à des postes comme ça. Ils ont une surface, ils s'expriment dans les journaux, on leur offre des tribunes. Donc ça, je l'ai vu se mettre en place. Je l'ai vu véritablement se mettre en place. À Aubervilliers, en 2014, tous les candidats pour la mairie d'Aubervilliers se sont présentés à la mosquée pour faire un examen de passage et ensuite il y a eu un choix pour faire voter pour une liste qui a été choisie et il y a eu 3 personnes qui ont été mises en position de maire adjoint en 2014. Dès l'instant où la République s'abaisse de cette manière, les choses vont très très vite. On le voit en 2-3 ans, il y a un système qui s'installe véritablement. Sabri Louata. Vous avez l'air de dire donc que quand l'État et la République se retirent,
les communautés particulières prennent le relais, en fait. Toutes les communautés, absolument toutes les communautés, celles à laquelle on s'adresse, celles qui ont une puissance dans tel ou tel territoire, dont elles peuvent être diverses. Moi, de ma fenêtre, je vois celle-ci, je vois la réalité de la Seine-Saint-Denis, donc je peux en parler avec une certaine expertise. Je ne m'avancerai pas à parler d'autres territoires. Vous avez dans le Canard enchaîné de la semaine dernière et tout, à la mairie de Noisy-le-Sec, c'est pareil, le maire a essayé de se garantir pour les élections en 2014, son adjoint s'est fait jambiser et tout, il y a un procès qui est en cours. Il faut expliquer aux jambiser, plus c'est-à-dire qu'il s'est pris une rafale de Kalachnikov et tout, et donc on est dans des choses qui ressemblent à des romans américains des années 30, à Dashiell Hammett avec la moisson rouge. Ou peut-être à vos prochains romans, Sabri Louata, ça vous inspire quoi? Juste une question sur la. Questionner. Vous avez parlé de la marche contre l'islamophobie et vous n'y avez pas participé, hein, vous? Ah, sûrement pas. Non. Puis surtout avec. Pourquoi vous n'y avez pas participé? Déjà, le concept me pose problème, et je savais que l'organisateur était celui qui avait écrit ça sur Mohamed Merah. Indépendant des organisateurs, il y avait eu un attentat contre une mosquée, vous voyez. Enfin, il y avait eu un. Mais il fallait faire il fallait pas une grande réaction. Moi, j'ai été surpris. J'étais de loin. Sabri Louata. Pardon, j'ai été de loin. J'ai pas vu. Mais quand même, ça m'a frappé en fait qu'il n'y ait pas plus de gens qui participent à cette manifestation, parce qu'il y a énormément de manifestations. Avec lesquels on n'est pas d'accord, avec tous les mots d'ordre, avec tous les signataires et tout. Ouais, mais il fallait, j'ai l'impression qu'il fallait. J'aurais bien aimé là, il y avait eu une sorte de rafale, Il y avait une sorte de rafale islamophobe, vraiment une suite, vraiment une série. C'était épuisant, c'était dur à vivre pour des gens, notamment même comme moi, qui suis athée, mais qui me sens quand même musulman malgré tout, ne serait-ce que pour être du côté de ceux qui sont persécutés. Et j'ai trouvé bizarre qu'il n'y ait pas plus de gens, notamment de gauche, qui se disent, mais c'est l'occasion ou jamais de dire aux musulmans notre soutien en fait. Parce que pour vous, le terme islamophobie, Sabri Louata, il est adéquat. Pour d'autres personnes, il pose problème. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, moi je pense qu'on a constitué une question qui est d'abord raciale, on l'a constituée comme une question musulmane. En gros, on constitue les musulmans comme un problème national. On dit le problème c'est l'islam. En fait, moi je pense que la question musulmane, elle vient de la France qui est allée. Mes ancêtres ne sont pas devenus français par choix. Ils n'ont pas décidé, tiens, on aime la France, on va aller là. Ils sont devenus français parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ils ont été colonisés, ils ont été grand remplacés dans leur pays. Et d'une certaine façon, la France et l'Algérie se sont liés à jamais dans une sorte de serment fatal. Et je crois qu'aujourd'hui, on en paye le prix et les conséquences. Didier Denain, moi, le terme me gêne. Et par exemple, c'est assez intéressant. Le terme d'islamophobie. Le terme d'islamophobie me gêne. Ce qui est assez intéressant, c'est le nouveau président du Conseil du culte musulman, là, monsieur Moussaoui, je crois, qui s'appelle, sur l'affaire Mila de cette gamine de 16 ans. Une adolescente qui a été virtuellement harcelée et qui est aujourd'hui dans le monde réel tout à fait menacée de mort, de viol, et ainsi de suite. Il n'est pas rentré sur ce terrain d'islamophobie. Et c'est vraiment très très intéressant. Il a même dit, je pense que on a le droit de critiquer les religions, de critiquer ma religion et même les fondements de ma religion, mais on ne doit pas s'attaquer aux individus et pointer les individus. Et donc là, il y a quelque chose à réfléchir, vraiment à creuser comme ça, parce qu'il y a des gens qui s'emparent de ce concept d'islamophobie qui a été fortement diffusé par l'entourage de Tariq Ramadan depuis 10 ans et tout. Et donc, il y a quelque chose là à véritablement préciser. Et je pense que là, cette personne, elle est en train d'avancer sur quelque chose qui peut véritablement nous rassembler. S'il y avait eu une manifestation contre les attentats, contre les mosquées, contre les attentats contre des musulmans et tout, j'y aurais participé sans aucun problème. Mais d'un seul coup, il y avait une validation d'un terme qui pose problème à énormément de gens. Sabri Louata, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je ne vois pas pourquoi ce terme pose problème. Je ne vois pas pourquoi les gens font pas confiance à leur humanité. On voit des gens qui pratiquent une religion. Moi, par exemple, pour moi, une bonne société, c'est une société qui fait exister ensemble des tas de gens qui n'ont rien à voir. Pour moi, c'est ça. L'idéal, mon idéal n'est pas très républicain, il est plutôt démocratique. Donc là, je crois. Et je ne comprends pas comment une partie de la population qui pratique une religion, voilà, bon, c'est pas moi, mais comment est-ce qu'on peut, quand ils sont systématiquement attaqués, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Ou alors c'est un angle mort, vraiment quelque chose qu'on ne voit plus. Comment est-ce qu'on peut ne pas se dire, peu importe les termes, on va leur assurer notre soutien? Sur Mila, par exemple, Sabri Louata, vous en pensez quoi?
Non, mais je suis horrifié par ce que la pauvre fille, c'est quand même une fille de 15-16 ans, hein, c'est ça, on parle quand même de ça, donc évidemment le départ est horrible. Après, moi je crois pas du tout qu'il y ait une différence entre critiquer une religion et les pratiquants de cette religion, je vais pas mentir, hein. Je crois que c'est de la casuistique, au bout d'un moment quand on... Il y a une différence... Non, entre critiquer, non, mais dans un cadre comme celui-ci, si jamais on se mettait à critiquer l'islam, les religions, tout ça, je serais content d'y participer, on est entre gens de bonne compagnie, mais ce qu'est devenu le lieu de la conversation nationale aujourd'hui, malheureusement, qui est la folie des réseaux sociaux, on va pas se faire, quand on critique une religion, on critique évidemment ceux qui la pratiquent, c'est pareil. On ne peut pas se faire croire que c'est pas la même chose. Lorsqu'on parle de liberté de conscience, c'est également la liberté de prononcer des bêtises, de dire ce que l'on veut sur les religions, y compris, Sabri Louata. Mais c'est des concepts. La réalité, c'est que si jamais moi, par exemple, au lieu d'être, comme je suis, athée, j'avais tout d'un coup eu une sorte de révélation, ou alors il y a des faits lourds dans la vie qui nous conduisent vers l'idée de s'en remettre à une transcendance. Si jamais j'avais été attiré par la religion de mes ancêtres, l'islam, et que j'avais eu envie de la pratiquer. Mais tous les jours, pratiquement, je me sentirais visé, je me sentirais attaqué, je me dirais, on veut dévoiler mes femmes, je me dirais, on me soupçonne, moi, de toutes sortes, on me demande de me désolidariser quand il y a des radicalisation. De radicalisation, et on fait de moi surtout le problème, un ferment de décomposition nationale. Et moi, je me dis, normalement, c'est pas possible. Quand on est de gauche, quand on a à cœur la justice sociale, on devrait tous dire, non, on vous protège, vous les musulmans, vous faites partie de la République. Didier Deninck, je pense que le système laïque protège les religions. Il y a tout un tas de dérapages. On ne peut pas faire l'économie de ce qu'on a vécu depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire les 150 morts dans les rues de Paris. Qui ont tué ces gens. C'est des gens qui ont été tués au nom de la religion et pour la manière dont ils pratiquaient la critique de la religion. Les gens, mon ami Tinius, il a été tué pour ces raisons-là. Donc là, il y a quelque chose qui s'est véritablement passé, et donc il y a besoin de peser absolument tous les mots. C'est-à-dire de réaffirmer que la critique de toute religion, même avec véhémence, comme l'a fait la jeune femme et tout, c'est totalement licite dans ce pays-là. Et donc, et puis la critique des dérives des religions doit pouvoir s'exprimer. Didier Deninck, le fait qu'une partie du discours qu'on qualifie d'indigéniste utilise la colonisation, là en l'occurrence de l'Algérie, la position coloniale de la France, pour justifier un certain nombre d'actes, pour justifier le communautarisme. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous qui avez sans cesse dénoncé les crimes du colonialisme ? C'est exactement le pendant je parlais tout à l'heure de Zemmour et des gens qui ont ce discours sur une colonisation positive. Pour moi, les indigénistes, c'est exactement le pendant. Mais vous n'êtes pas d'accord un peu avec eux sur, par exemple, la dénonciation des crimes coloniaux ? Mais bien sûr qu'il faut. Mais le discours indigéniste... Est-ce qu'ils n'utilisent pas finalement le travail que vous avez fait, vous, pour critiquer le colonialisme, Didier Deninck ? Sauf qu'ils utilisent ça pour avoir une position uniquement victimaire et pour, à certains moments, avoir des discours totalement antisémites, totalement homophobes. J'ai lu tous les livres du Parti des indigènes de la République. C'est quelque chose dont je me désolidarise totalement. C'est véritablement envoyer les gens dans le mur. Sabri Louata, vous en pensez quoi ? Alors, pour être franc, je ne connais pas les indigénistes. J'ai l'impression qu'ils représentent une minorité infime et qu'on leur donne beaucoup trop d'importance. On les qualifie généralement de vision anglo-saxonne ou américaine. Des choses, vous qui vivez aux États-Unis, il y a là beaucoup plus d'espace pour ce type de position. Non, pour mettre les pieds dans le plat, oui, je crois que la gauche américaine est beaucoup plus à l'aise avec la question de la race, qui s'entremêle toujours avec la question de la classe, évidemment. Mais aux États-Unis, on a une approche, comme on dit, intersectionnelle. Et en France, qu'est-ce que ça veut dire intersectionnel ? Ça veut dire qu'en gros, on peut être victime de plusieurs schémas de domination en même temps, et que si jamais on a envie, en gros, de plus de justice sociale, il faudrait. J'ai l'impression de me faire bon, bref, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en ggros, il faudrait prendre en compte des aspects qui traditionnellement en France n'ont pas été pris en compte. La gauche française aime pas du tout parler de race, en fait. Donc bon, je pense que c'est ça. Je ne veux pas faire de vous le parent de la gauche française, Didier Deninck, mais enfin bon. Non, mais je partage une partie de ça. Quand on parlait de 83. Tous les jeunes de 1983, la marche pour l'égalité, d'un seul coup, il y a des invisibles comme ça qui disent on veut exister en tant que citoyen. Mais c'est eux qui ont été communautarisés. Et ils ont été. Ce que vous appelez très justement la marche pour l'égalité, de la gauche, ça a été justement de les utiliser, de les manipuler, de faire les grands frères et ainsi de suite. Donc il y a eu toute une série de choses, alors qu'ils réclamaient d'être
d'avoir exactement les mêmes droits. Et cette catastrophe, après, elle a été amplifiée parce qu'on était en 83 et c'était là, à ce moment-là, qu'il fallait répondre. Il y avait l'exigence du droit de vote des immigrés et ainsi de suite. Donc il y avait des moyens de donner une dignité, une visibilité comme ça. Et on les a manipulés. Est arrivé juste après la décennie noire, en Algérie et ainsi de suite. En Algérie. Et là, cette fenêtre, cette lucarne qu'il y a eu dans la société française, elle s'est fermée. Et on court toujours après, aujourd'hui, à un moment où on va pouvoir, de manière tranquille, ouverte, traiter ces problèmes-là. Si je peux me permettre, on court après une chimère, on court après un mirage. Quel mirage? Celui au fond... C'est marrant parce que cette marche pour l'égalité, moi, dans le roman, j'imagine la génération... Moi, je suis né en 83. Vous êtes né après. Non, je suis né en 83, c'est l'année de la marche, en fait. Donc bon, pour moi, c'est un peu particulier de me dire... j'ai un peu honte quand je vois la marche pour l'égalité. Je me dis, mais qui s'y croyait qu'ils allaient traverser la France et que les gens allaient leur dire « Oh, on n'aime pas le racisme ». Enfin, il y a une vision un peu irénique, bizarre, comme si le racisme était un problème moral, alors que c'est un problème d'organisation de la société. C'est comme ça, vous voyez. Quelle distinction vous faites? Parce qu'il y a quand même aussi un problème moral dans la question du racisme. Non, dire que le racisme est un problème moral, c'est dire en gros, c'est rejeter en gros le truc sur. Il y a quelques personnes parmi la communauté qui. Le racisme, c'est quand même un truc de domination. C'est comme ça quand on entend parler de racisme anti-blanc, on a envie de rigoler. Enfin, c'est comment il pourrait y avoir un racisme anti-blanc dans un pays où les blancs sont en majorité. Et tout à l'heure, on parlait des discriminations. Quand c'est presque impossible d'avoir un logement ou quand c'est presque impossible d'avoir un travail, quand c'est beaucoup plus difficile, vous partez avec un handicap dans la compétition. Moi, encore une fois, je suis beaucoup moins. Ce que disent les défenseurs de la notion de racisme anti-blanc, c'est qu'il y a certains lieux où les blancs sont minoritaires. Mais comment est-ce qu'on peut prendre une bizarrerie, une curiosité statistique à certains endroits? Oui, j'imagine, malheureusement, il y a des endroits ghettoisés. Dans les livres bien sûr, dont il parle. Dans le bouquin de Deninx, Municipal banlieue naufragée, il est question de ça, oui ou non? Oui, mais le pouvoir, comment tous les pouvoirs empilés et tout, c'est les pouvoirs de la République et majoritairement blancs. Donc voilà. On est dans ces catégories-là. Le système de domination et les gens qui sont là... Pardonnez-moi, vous décrivez dans votre livre la décrépitude de ce pouvoir-là. Oui, c'est un pouvoir qui est en énorme... Il est en déshérence dans votre livre. Dans des poches, il y a vraiment des poches de relégation comme ça dans cette société. À côté, il y a une autre ville, par exemple à côté d'Aubervilliers, il y a une ville comme Pantin. Les choses se passent totalement différemment. Il y a des responsabilités locales. Le pouvoir local en France est un pouvoir absolument décisif. C'est un levier de ce qu'ils appellent le vivre ensemble. Dès l'instant où on l'abandonne, là, il y a tout qui part. Sabri Louata, vous qui vivez aux États-Unis, si vous faites une comparaison, parce que j'ai lu que vous aviez dit qu'aux États-Unis, vous étiez perçu comme un blanc. Point, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, le racisme anti-noir n'existe pas, mais si vous deviez faire une comparaison entre la situation aux États-Unis et celle que vous avez en France. Non, je pense qu'en France, on va arriver à la situation américaine. Philippe Roth, il avait une super expression, il disait les États-Unis, c'est les Balkans, sauf que ça explose pas. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toutes les communautés qui vivent juxtaposées et qui, je pense qu'en fait, en France, on est déjà dans le même cas. On a déjà. Je demande toujours aux gens qui sont leurs amis proches et tout ça. Et je pense qu'on vit tous dans des sortes de communautés de 150 personnes à peu près. Les gens qu'on invite à son mariage, et la plupart du temps, ils ont le même niveau socio-culturel, ils ont généralement la même ethnicité, et donc, vous voyez, on vit tous en fait dans des communautés juxtaposées les unes à côté des autres. Il y a juste une communauté en France particulière, qui est la communauté majoritaire, qui se comporte vis-à-vis des minorités, qu'elles soient sexuelles, ethniques, ou de façon dangereuse, quoi. Ça peut pas tenir au long terme. Il est forcé, à mon avis, il est fatal qu'on arrive à un moment à une forme de communautarisme et de société où chacun vit. Il faut qu'on apprenne à vivre les uns à côté des autres, parce que je crois qu'on a prouvé qu'on savait pas en France vivre ensemble. Un mot de conclusion, Didier Deninx. Non, je vois aussi le contraire de tout ça. Dans ces lieux-là, il y a vraiment les gens se rencontrent. Là, je suis dans une aventure un petit peu électorale avec quelqu'un qui est un jeune médecin urgentiste iranien, et ainsi de suite. On va pas dire où, parce que sinon on va avoir des problèmes avec le CSA. Complètement. Et on voit que là, il y a des tentatives dans ces endroits-là, de faire que les gens se rencontrent. D'accord. Merci Didier Deninx, Municipal banlieue naufragée, Sabri Louata 404 chez Flammarion.